va peut-être baisser la musique et simplement puisque c'était l'actualité de ce matin et que Guillaume Depoche y a fait allusion et qu'on a Manuel lui autour de la table, des rumeurs de deal entre Fox et Disney. Ça va être difficile de commenter. Hein. D'accord. Merci. Alors, pour rentrer maintenant du coup, dans notre sujet, peut-être Julien Rozan-Vallon, patron de la télé, notamment chez Médiamétrie, deux, trois chiffres ou données ou éléments qui permettent un peu de planter le paysage de l'OTT en France versus à l'étranger. Donc, les principaux chiffres qu'il faut retenir, vous savez déjà, premièrement, l'écran de télévision est présent dans environ 94% des foyers français. À côté de ça, il y a des équipements qui sont beaucoup développés. L'ordinateur est présent maintenant dans 85% des foyers français. Les smartphones, c'est quasiment 3/4 des Français, 72% des Français. Et les tablettes, qui sont aussi un support important pour le développement de l'OTT, sont présents dans pas loin de la moitié des foyers français. L'autre chiffre peut-être qu'on peut donner, qui est très spécifique évidemment à l'OTT, sont toutes les nouvelles plateformes comme l'Apple TV ou les Cubase, enfin toutes les box qui sont spécialement développées pour ces services OTT. Et aujourd'hui, on mesure un peu moins de 9% de la population française, enfin des foyers français, qui sont équipés d'un tel boîtier. Y compris les Chromecast, Y compris, alors quand je dis boîtier, boîtier au sens large, les Chromecast 10%, un petit 10% des foyers. Un petit, c'est 9% environ aujourd'hui en France. Et évidemment, tout ça est aussi porté par des modes de réception et je dirais un paysage audiovisuel particulier dans lequel l'IPTV est extrêmement développé en France. On est quasiment à 60% des foyers qui reçoivent la télé par Internet. Et ça, c'est un contraste important, tu citais l'international, par rapport à ce qu'on voit dans beaucoup d'autres pays. Merci. Alors, l'avantage d'avoir Guillaume Boutin et Hervé Payan autour de la table, c'est que tous les deux connaissent très bien le marché français. L'un pour avoir notamment créé un très bel actif qui s'appelle OCS. C'est Stéphane Richard qui le disait tout à l'heure. Et Guillaume pour avoir récemment encore dirigé le marketing de Canal. Aujourd'hui, donc, Guillaume, vous êtes en Belgique, vous dirigez Proximus. Hervé, vous dirigez HBO Europe, en Europe. Donc, par rapport à ce paysage, cette situation que décrivait Julien, qu'est-ce qui vous frappe, vous, dans vos nouvelles terres, entre guillemets, de croisade? Est-ce que, comparaison, différence, et notamment, on parle beaucoup de la vague OTT, alors encore plus peut-être en Scandinavie qu'en Belgique? Non, effectivement, en Scandinavie, la vague OTT a été énorme, puisque maintenant, il va y avoir, je ne sais pas, sur 11 millions de foyers, il y a 7 à 8 millions d'abonnements OTT premium. Donc ça se joue entre Netflix, nous, d'autres acteurs locaux. Combien, pardon? 7 à 8 millions à peu près. Sur combien de foyers? Sur 11 millions de foyers. Donc en fait, c'est colossal. Alors c'est sûr qu'il fait nuit très tôt, donc, et l'hiver est très froid, donc il y a beaucoup de choses. Et les gens sont assez aisés, donc on voit les gens ont plusieurs abonnements. Donc ça se développe très vite. En ce qui concerne la France, je ne pense pas que les 3P soient un frein à l'OTT du tout. En tout cas pas à l'OTT à la demande des services de SVOD. Peut-être ce qu'on appelle les skinny bundles, les offres linéaires sur OTT, puisqu'elles existent déjà en fait en 3P. En revanche, en France, le problème, je pense qu'il n'est pas là. Je pense qu'il y a un problème d'offre. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a, à part Netflix qui commence à y arriver, il n'y a pas d'offre OTT comparable à ce que nous avons dans les autres pays. On fera réagir vos deux voisins d'ailleurs, parce que l'un comme l'autre, on doit avoir quelques idées sur le sujet. Non, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des offres linéaires assez conséquentes. Donc il y a OCS, il y a Canal+, qui ont leur forme à la demande. Mais en OTT, en SVOD, l'offre de programme doit être largement différente de ce qui se passe. Donc c'est pas du catch-up d'une chaîne linéaire. Ce qui dirige vraiment l'offre OTT, ce sont les séries. Mais un volume colossal. Il faut voir que... Alors on parle de milliers d'heures de séries. On l'a tous en Scandinavie, par exemple. En Espagne aussi. Mais aussi des séries nouvelles. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en Scandinavie, tant Netflix que nous amenons 100 nouvelles séries ou nouvelles saisons chaque année.
Donc une centaine, ça veut dire plus de 2 par semaine. Des nouvelles séries ou des nouvelles saisons. Donc c'est un volume qui est colossal. Et c'est ce qui est absolument nécessaire pour développer le marché. Mais en France, Amazon est là, Netflix est là. Enfin, qu'est-ce qui manque, entre Mais guillemets, par Amazon n'a rapport pas à... grand-chose en France. Netflix est en train de monter en gamme. Mais Netflix, à mon avis, est plus important qu'on ne croit en France et est en train d'exploser. Et les autres sont loin derrière. Mais ça pose un problème considérable parce que quand vous êtes une chaîne linéaire comme Canal+, à l'origine ou OCS, vous devez investir dans le cinéma, dans le sport, donc ce qui a déjà un certain coût. Et quand vous êtes en OTT, il faut reprendre presque le même montant d'investissement, en tout cas que dans le cinéma, et le faire en série. Et donc vous devez doubler votre investissement. Donc c'est colossal. Nous avons le même problème, nous, en Europe centrale, où nous lançons l'OTT, et nous avons des chaînes, et donc il faut continuer à investir dans le cinéma. Et de l'autre côté, pour l'OTT, il faut investir dans les séries, de façon colossale. Peut-être un mot justement sur la stratégie d'implantation d'HBO. En France, c'est un accord avec OCS. En Scandinavie et maintenant en Espagne, vous volez de vos propres ailes, entre guillemets. Quels sont les critères pour choisir dans un pays ou dans l'autre? En fait, HBO suit 2 objectifs en parallèle. Donc, le premier, c'est d'obtenir un réseau de distribution mondiale pour toute notre production de programmes, de séries en particulier. Et ça s'obtient soit en direct par nos propres services, soit via des partenariats. Puis il y a un deuxième objectif qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est de développer nos propres offres d'OTT. Donc je pense que ça va s'accélérer. Et donc, mais aujourd'hui et jusqu'à présent, pour chaque marché, nous regardions la valeur du partenariat et l'opportunité d'investir. Donc en France, nous avons choisi d'aller avec Orange. En Espagne, nous avons choisi d'aller directement, donc d'arrêter l'accord avec Telefonica, Canal+, et donc d'y aller directement. Donc chaque pays, et nous allons en lancer d'autres, mais au fur et à mesure, progressivement, au fur et à mesure que les accords sont renouvelés ou pas. Il n'y a pas de nom encore disciple à ce stade? Pas aujourd'hui, non. Bah si, il y a l'Europe centrale quand même, où nous allons lancer l'OTT. Donc, Non, mais dans les marchés à venir. Non, pas encore, mais bientôt. Qu'est-ce que vous observez en termes de consommation sur les différents territoires où vous êtes présents? Est-ce qu'il y a des choses notables, par exemple en Espagne, si vous êtes en presse directe, ou bien sur d'autres marchés? Qu'est-ce qui est consommé? Qu'est-ce que vous poussez? Qu'est-ce qui fait que vous allez investir en production locale éventuellement? Ben, nous avons annoncé que nous investissions en production locale. C'est sûr que la consommation, donc, comme je disais, c'est à 70% des films. Alors, il y a les programmes pour enfants aussi qui jouent un rôle important et donc qui peuvent amener pas mal de consommation. Certains enfants ont tendance à répéter le même programme régulièrement. Et sinon, nous voyons qu'il y a des séries internationales qui marchent partout. Donc, je ne parle pas de Game of Thrones, ça c'est évident, mais même beaucoup de séries internationales. Mais nous savons qu'il faut investir localement. Donc nous investissons en Europe centrale depuis des années, progressivement. Nous avons annoncé des séries dans les pays scandinaves. Et en Espagne, nous avons aussi commencé à investir. Donc la production locale est fondamentale. Guillaume, peut-être sur la Belgique à la fois, ce qu'on peut observer, la situation en Belgique, et puis le souvenir de la France et donc le regard sur la France. Ouais, alors sur la Belgique, je ne pense pas qu'on est dans ce que tu peux voir en Scandinavie du tout, hein, dans l'adoption de l'OTT. Il faut savoir qu'en Belgique, hein, c'est très complexe comme environnement, parce que c'est un marché de câble opérateurs historiquement, le nord et le sud, avec 2 plaques de câble opérateurs très, très distincts, et un opérateur historique, Proximus, qui est présent sur la totalité du territoire. Donc le Orange belge. Le Orange belge, exactement. Sachant qu'il n'y a pas le canal belge, n'existe pas. Donc c'est à la fois le Orange et le canal belge. Et donc il y a un rapport à l'OTT assez contrasté, puisque les câbles opérateurs se défendent contre cette vague-là, alors que des acteurs comme Proximus ont plus une stratégie d'agrégation et de diffusion des derniers contenus les plus attractifs pour le client au travers de l'ensemble de leur plateforme, y compris la télévision. Par exemple, Proximus était le premier opérateur à mettre dans sa box Netflix il y a plus de 3 ans. Et donc, alors qu'en France, on a vu quand même que Netflix avait plus de mal à entrer dans les box opérateurs. Non, pour moi ce qui explique un peu la différence, et ce qui parfois rapproche aussi les 2 pays, c'est que la France, comme la Belgique, ont comme une forte tradition de culture locale et de production locale. La Flandre est une région
très riche en termes de production locale, comme peut l'être les territoires francophones, qu'ils soient wallons ou français. Et ça a probablement un petit peu aussi été un frein à l'adoption massive de contenus plus internationaux. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier aussi la qualité des réseaux. Enfin, je veux dire, en France, la qualité du réseau fixe a été très inférieure historiquement à de nombreux réseaux européens. Et ça a été un frein également à l'adoption de ces technologies OTT, hein, puisque il faut quand même une qualité de réseau suffisante pour pouvoir y accéder. Et c'est vrai que la qualité de l'expérience fraîche belge, l'expérience de consommation du réseau fixe en Belgique est nettement supérieure à celle que je peux vivre, où j'ai pu vivre en France. Et troisième point, il y avait quand même la place de Canal en France qui était une place très très forte au moment où l'IPTV se développait. Et donc en fait, il n'y a pas eu d'incitation très forte chez Canal à aller chercher d'autres moyens de distribution OTT dans la mesure où ils étaient très très bien distribués par les opérateurs et la pénétration progressive de l'IPTV dans les foyers français avec des taux que vous venez de rappeler qui sont assez remarquables. Il n'y a pas eu d'incitation forte chez Canal d'aller chercher dans direct sur l'OTT pour la distribution, encore une fois, pour la distribution, parce que la consommation OTT en France, elle est présente depuis très très longtemps. Hein. Les box opérateurs sont complétés d'applications d'usage de leur chaîne linéaire et non linéaire depuis plus de 10 ans en France. Donc voilà, la consommation OTT existe en France, poussée par les applications opérateurs. Depuis peu par la diffusion de MyCanal et qui va grandissant en termes de consommation. Et puis la révolution un petit peu récente du marché français, c'est que maintenant les opérateurs de PTV, qu'ils soient internationaux, mondiaux ou locaux, vont chercher la distribution OTT en direct sur les nouvelles plateformes, Smart TV, et puis bien sûr plateforme digitale. Donc ça rejoint un petit peu le diagnostic d'Hervé. Enfin, en gros, il y avait un problème d'offre compte tenu du côté un peu velléitaire de Canal à se développer en OTT. Et donc peut-être le fait que MyCanal soit rentré dans la danse maintenant plus fortement peut... Manuel, donc, il me semble qu'on a lu des choses sur Disney et Fox. Je sentais le piège. Non, par contre, plus sérieusement, ce qu'on a lu et là qui a été confirmé, c'est la décision de Fox au cours de l'été de dénouer les liens qu'il avait avec Netflix en termes d'apport de programmes, avec le patron du studio qui a dit que pourquoi pas se lancer en OTT sur un format proche de CBS All Access ou ce genre de choses. Donc, est-ce que d'abord il y a plus d'infos aujourd'hui? Et d'autre part, donc Manuel cumulant lui aussi le fait d'être dans un studio aujourd'hui, mais d'avoir été longtemps chez Canal auparavant, la vision sur le paysage français et les facteurs de développement. Beaucoup de questions. C'est difficile de commenter. Alors, Disney, Fox, il y a des groupes qui se parlent, après ils se parlent plus, ils se parlent. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu le son dans les micros, s'il vous plaît, en régie? Je peux crier, je peux crier aussi. Ensuite, l'été dernier, c'est d'abord Disney qui a annoncé qu'ils allaient sortir. Et eux, ensuite, ont déroulé un plan et ont présenté leur vision de faire un service autonome de façon de plus en plus précise. S'agissant du groupe pour lequel je travaille, c'était plus flou. C'est resté juste à une déclaration d'intention qui était celle qui a été faite en août, au moment des déclarations de la communication financière du groupe. Et il n'y a pas, à ce stade, à aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de com plus précise à faire sur le sujet. Fox, c'est un studio qui a deux jambes, une jambe cinéma, une jambe série, qui a historiquement plutôt favorisé des broadcasters traditionnels, qu'ils soient gratuits ou payants. Et je pense que l'attitude de Fox comme de Disney, comme de tous les studios par rapport à Netflix, c'est l'attitude par rapport à un client qui est devenu en fait un mastodonte mondial. Et donc le rapport de force est de moins en moins équilibré dans la relation. À ce stade, pas un peu franchement, tard. Est-ce que vous sortez pas après avoir nourri le monstre, entre guillemets? Je sais pas. Non, je sais pas. Pour essayer de zoomer sur la question que tu posais ici et sortir des questions auxquelles je ne peux pas répondre.
Je pense qu'il y a des pays où Netflix, par exemple en France, certainement, est en train de faire une OPA sur les moins de 40 ans en termes à la fois d'usage et de... La télé, c'est quand même un média d'habitude. Donc à la fois en termes d'usage et de contenu. Et pour rester sur la France, c'est notamment rendu ou facilité parce que la production originale française, qu'elle soit cinéma ou de fiction, elle fait une OPA plutôt sur les plus de 40 ans ou les plus de 50 ans. Si vous regardez le phénomène série du moment en France, qui est Capitaine Marlowe, qui est une très très bonne série, son public principal, majoritaire, c'est les plus de 60 ans. Et c'est pas avec ça qu'on arrive à développer des offres OTT ou de SVOD. Je sais pas si, je n'ai pas forcément envie de me poser sur la question du tuyau très forte. Donc Netflix, et là je prends ma casquette de studio, de représentant d'un studio. Les studios produisent des blockbusters, cinéma ou séries, pour tous les publics. Pour les jeunes, les vieux, les ados, les hommes, les femmes, tout le monde, la famille, pas la famille, etc. Tout le temps. Parce que leur marché naturel d'origine est assez large. Et dans certains pays, certaines de nos productions, cinématographiques ou audiovisuelles, se vendent moins bien. Se vendent moins bien, et je pense notamment à la France, parce que le public est tenu par l'offre que les groupes audiovisuels sont soit contraints, soit ont envie de produire et de diffuser, qui est une offre audiovisuelle pour les vieux. Je caricature volontairement pour essayer de faire comprendre l'idée. Et ça, c'est un blocage parce que vous avez un peu d'acteurs français qui ont l'offre qu'il faut en termes de fiction pour attaquer, je pense, le marché de l'OTT et de la SVOD. Et deux, les studios ont peut-être nourri la bête, entre guillemets, mais eux ont le bois pour ce type de cheminée et donc réfléchissent de façon plus ou moins active à faire leur propre service. D'où Foxplay aussi en France, le service Foxplay. Oui, enfin Foxplay, est fait par la division chaîne du groupe Fox. C'est un service qui s'appelle Fox Plus partout en Europe et qui s'appelle Foxplay en France. C'est un service de SVOD de deuxième fenêtre consacré à la série et qui présente l'essentiel, pas toutes, mais l'essentiel des séries Fox. Après une première diffusion, une première fenêtre qui a lieu en général chez un diffuseur linéaire classique, gratuit ou payant, et Foxplay a été lancé par Canal en tant que distributeur l'été dernier, fin juin, et va se lancer. C'est lancé aussi dans le nord de l'Europe, c'est lancé en Turquie, c'est lancé en Allemagne, je crois la semaine dernière, ou il y a 15 jours, va se lancer en Espagne très prochainement, au Portugal. Enfin, c'est un service qui est européen. Mais qui n'est pas B2C. Vous vous abonnez pas à Foxplay. C'est un service qui est fait pour des distributeurs, en général des telcos, sinon des plateformes comme Canal, qui ont un rapport, eux, direct avec des abonnés. Pour que ces opérateurs proposent Foxplay en approfondissement dans leurs propres offres, quelles qu'elles soient. On a plutôt parlé jusque-là d'OTT dans l'univers payant. En Allemagne, notamment avec Magine, il y a des choses intéressantes qui commencent à se développer dans l'univers gratuit. Et donc, du côté du groupe M6, la façon d'appréhender ce nouveau développement. Alors, d'abord, en termes d'offres OTT gratuites, effectivement, je pense que l'exclusivité qui explique peut-être modestement une partie du décollage lent des offres payantes, c'est qu'on a une offre OTT gratuite qui est a priori assez unique au monde. En termes de quantité. Alors je disais, merci. Je disais qu'en termes d'OTT gratuit, on a quand même une spécificité française, c'est que notre offre OTT gratuite proposée par les chaînes est une richesse, une accessibilité qui est a priori unique au monde. On trouve ça dans peu de pays et c'est aussi peut-être une des explications du décollage peut-être un peu moins rapide que dans d'autres pays d'offres payantes. L'enjeu de l'OTT pour nous, il est majeur. Alors, en dehors de l'écran de télévision, PC, tablette, mobile, il n'y a pas de débat. L'écran de télévision aujourd'hui en France a une spécificité, c'est que l'offre des chaînes comme les nôtres est a priori exclusivement possible par l'IPTV. Alors ça a un mérite, c'est que tant que le deal est équilibré avec les opérateurs, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça a quelques inconvénients quand même. C'est qu'il faut que le deal soit équilibré. Alors peut-être que tu
Ouais, j'ai cru lire Les choses qu'il sont y avait, sont en qu'il train y de se avait des rééquilibrer, annonces non hier. Alors je suis comme Manuel. Je n'ai pas commenté les annonces d'hier, mais visiblement, il y a des choses, des accords équilibrés qui se trouvent entre certaines chaînes et certains opérateurs. Donc peut-être que ça va continuer. Mais ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la user experience, l'interface utilisateur, qui est quand même un sujet majeur. Aujourd'hui, si des offres comme Magine ou d'autres d'ailleurs, ou Netflix ont un tel succès, c'est quand même qu'en OTT, on peut faire des choses en termes d'expérience utilisateur qui sont supérieures à ce qu'on peut faire sur une box opérateur. Alors, elles s'améliorent beaucoup. Je suis sûr que les opérateurs qui sont dans la salle vont me taper sur la main, mais il y a beaucoup d'améliorations. Mais cependant, l'OTT permet de faire des user experiences plus riches, plus fluides, etc. Et donc ça, c'est un des enjeux pour continuer, enfin, soit à pousser les offres OTT, soit à continuer à développer les offres avec les opérateurs. Et puis la dernière chose, qui est un nouvel enjeu, c'est que l'OTT, ça a un immense avantage pour les chaînes, c'est que ça permet d'accéder de façon simple et naturelle aux données liées aux usages de ces téléspectateurs. Et ça, je pense que ça va être un des grands sujets des prochaines années, c'est-à-dire que si dans les accords avec les opérateurs qui s'appuient sur la distribution par l'IPTV, on arrive à avoir un accord qui permet aux chaînes d'accéder de façon facile aux données liées à nos chaînes, alors je pense que le développement des offres OTT par des gens comme nous seront probablement plus limités. En revanche, si pour accéder aux données, il faut absolument qu'on développe des offres OTT de façon plus active, on sera obligé de le faire parce que la data, c'est quelque chose qui, pour les chaînes comme M6, comme le groupe M6, va devenir un enjeu absolument primordial, disons pour la pérennité de nos activités, en particulier sur la publicité. Et ça ne vous a pas échappé d'ailleurs que dans le communiqué d'hier, qui était donc un peu plus qu'une rumeur, celui-là, il est évoqué un accord entre TF1 et SFR pour travailler sur ce sujet de la publicité adressée, donc l'exploitation en commun des datas. J'ai lu ça comme vous. Je pense que c'est effectivement un des sujets qui est sur la table dans les discussions en cours. Et donc, je dirais, à partir de là, les scénarios qu'on a devant nous sur l'écran de télévision, au-delà de tout ce qu'on va faire en OTT sur les devices plus traditionnels, mobiles, tablettes, etc., sur l'écran de télévision, je dirais, les scénarios qui sont devant nous dépendent beaucoup des discussions en cours avec les opérateurs. Et je dirais que, par ailleurs, on a évidemment avec les opérateurs aussi des discussions sur les offres OTT des opérateurs qui eux-mêmes développent un certain nombre de choses. Mais voilà, donc je dirais que les enjeux de data sont un peu la nouveauté qui remettent, on va dire, un peu de piment dans les discussions autour de l'importance de l'OTT pour accéder à l'écran de télévision. En Belgique, ça se passe comment sur ces sujets de publicité adressée, éventuellement de skinny bundles montés par les opérateurs comme aux États-Unis, etc. Je pense qu'on a une approche assez raisonnable en Belgique, c'est-à-dire que là, le sujet, il n'est pas la lutte entre la maîtrise, désolé Valérie, mais entre la maîtrise de la donnée entre opérateurs et éditeurs, opérateurs téléco. Le sujet, c'est est-ce que je laisse tout l'univers de la publicité à Google et à Facebook. Et donc, pour moi, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et je pense qu'on va arriver à faire avec l'ensemble des éditeurs, et en particulier belges, c'est de recréer cet écosystème qui va nous permettre d'avoir un inventaire publicitaire qui va pouvoir être dans sa forme et dans son exécution aussi pertinent et héroïste que l'univers publicitaire aujourd'hui dominé par Facebook et Google. Et donc, et en particulier les nouvelles technologies, parce qu'en fait l'OTT c'est avant tout un vecteur technologique, et ça va nous permettre d'être bien plus rapide et bien plus efficace, y compris sur la télévision, mais pas que, sur les plateformes Internet et sur les plateformes applicatives, de créer cet écosystème où on va reprendre une position forte collectivement sur ce marché qui aujourd'hui est parti chez Facebook et Google. Donc là, l'enjeu, il est à mon avis il est dans une dynamique un peu plus constructive de l'autre côté de la frontière, il me semble. Je suis pas sûr, en vrai, qu'à la fin, si on sera plus prompt à le déployer massivement. Les discussions sont très constructives en France aussi. Oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de prudence dans le vocabulaire. Non, je pense qu'on est très pragmatique en Belgique et qu'on va aller avancer très rapidement. Mais l'idée, ça serait quoi? Ça serait comme ça a été évoqué pour Gravity ou Skyline en presse, de monter un consortium dans lequel chacun apporte ses datas, qu'elles viennent de la box ou qu'elles viennent de l'OTT, et on exploite en commun?
de toute façon, le principe, il va être autour de ces choses-là, parce qu'à la fin, il n'y a pas 36 solutions pour faire tout ça. Donc, en effet, ça va être ça. Après, il y a une question de rapidité d'exécution. Je pense qu'il faut qu'on aille vite sur le sujet, puisque honnêtement, chaque mois, chaque semaine qui passe, on met de grosses opportunités de côté. Et puis après, la place centrale pour un opérateur, mais aussi pour un distributeur de chaîne, c'est qui joue le rôle d'agrégateur, hein. À la fin, d'un point de vue client, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est quelle va être la meilleure plateforme d'agrégation des contenus, quelle va être la meilleure plateforme de programmation des contenus pour les vieux, pour les jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'offre de contenu, elle est suffisamment riche pour servir aujourd'hui, sans forcément passer par des acteurs mondiaux, des offres de jeunesse, des offres pour les millennials et des offres pour les gens qui sont un peu plus âgés. Et donc le rôle d'agrégation, et là où je te rejoins, c'est que l'expérience rendue aujourd'hui par les opérateurs n'est pas suffisamment avancée et belle, enfin bonne, je trouve plus le terme en français, pour servir, voilà, et être comparé avantageusement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les plateformes en direct des grands acteurs mondiaux. Donc si on arrive à faire ce chemin-là, si on arrive à créer un écosystème positif sur le gratuit, on a une place pour remettre en avant, en particulier tout ce qui est culture et production locale, et bien sûr faire de la place à nos grands partenaires mondiaux, parce que c'est ça qu'il va falloir faire aussi, parce que le client va le demander également. Si on veut éviter, d'ailleurs, par rapport à la pub sur les grandes plateformes, aussi les polémiques sur des vidéos pas totalement servies ou enfin, imparfaitement, etc., il faudra aussi un système de mesure d'audience qui fasse consensus. Du coup, est-ce que le 4 écrans de Médiamétrie peut être la réponse ? On a effectivement lancé en 2016 un premier service de mesure télé 4 écrans, donc qui est disponible tous les jours pour quasiment une vingtaine, celui-là marche pas bien, pour une vingtaine de chaînes environ. Donc dans cette consommation, on intègre maintenant donc une consommation entre guillemets OTT sur les plateformes digitales, sur les écrans internet, la consommation. On a intégré les consommations de Molotov. Il y a quelques semaines maintenant. C'est peut-être pas massif, ça. Pardon. Je dis qu'on l'a intégré. Après, si ça représente des consommations, enfin mis bout à bout, l'ensemble de ces nouvelles plateformes. On va intégrer dans les semaines et mois à venir la consommation également de MyCanal. Donc effectivement, on a intégré ces nouvelles consommations OTT dans notre plateforme 4 écrans. Il y a effectivement une question qui se pose sur la consommation de la SVOD et on commence à imaginer les systèmes, et je pense qu'on aura des tests qui seront mis en place d'ici à la fin de l'année pour, comme Nielsen l'a fait aux États-Unis, permettre une mesure. Je pense que vous avez tous vu les déclarations de Steve Asker, qui est le patron de Nielsen aux États-Unis, et qui citait les premiers chiffres de consommation de Netflix aux États-Unis, avec quelques éléments intéressants. C'est que les performances des shows sur Netflix étaient à peu près comparables aux performances qui étaient enregistrées sur les networks aux États-Unis. Et la deuxième chose, peut-être un peu contre-intuitive, mais c'est que l'écran de télévision était l'écran qui était très très largement utilisé pour consommer ces programmes. Au demeurant, Netflix a démenti ces chiffres, indiqué que la techno suivie par ils ont démenti. Nielsen En attendant, moi ce que je peux vous dire, c'est que nous, on produit des chiffres sur le marché français à partir d'études globales dans lesquelles on voit premièrement cette consommation de la SVOD sur l'écran de télé. On a exactement les mêmes conclusions. Et puis par ailleurs, il faut aussi rappeler qu'en France, en tout cas, l'usage de la SVOD, au quotidien, il y a un peu plus de 2 millions de personnes qui consomment de la SVOD, mais si vous rapportez ça à la durée de consommation globale, c'est environ 2% de la consommation globale. Et la télé représente donc plus de 95% de la consommation. Et d'ailleurs, en France, et c'est d'ailleurs, je pense, vrai aussi dans beaucoup d'autres pays, les plateformes, parce qu'on a peu parlé de YouTube, mais les plateformes de vidéos comme YouTube, après la question c'est qu'est-ce qu'on a envie de comparer, mais ces plateformes représentent souvent une consommation vidéo plus importante que les plateformes de SVOD. Peut-être un dernier mot, parce qu'il va nous falloir conclure, mais à Guillaume et à Hervé.
Julien, à l'instant, citait des volumes de consommation donc sur la SVOD et ou sur l'OTT, parce qu'on a parfois tendance à mélanger les deux. En Belgique, est-ce que vous avez des chiffres et dans le nord de l'Europe, vous avez parlé, Hervé, du nombre d'abonnés, mais combien ils consomment? Parce que ça représente des audiences, plus exactement. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été publié récemment sur les chiffres de Netflix. Je pense qu'effectivement, Netflix a raison de dire que c'est largement sous-estimé. Et je pense aussi que quand on regarde ce qui se passe en Scandinavie, on a une consommation importante par abonné. C'est entre 25 et 30 heures de programmes consommés chaque mois. Donc c'est quand même assez important. Alors, évidemment, il y a 3 heures de télévision, plus de 3 heures tous les jours. Il y a quand même 1 heure par jour, ou quasiment 1 heure par jour en moyenne pour les abonnés. Ça commence à faire beaucoup. Et par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a une diversification des supports de visionnage en Scandinavie. La télé est bien sûr importante, mais pour nous, en Scandinavie, le PC est plus important que la télé. La tablette monte en puissance, en flèche. Donc bien évidemment, la télé est importante. Et en revanche, en Espagne, on s'aperçoit que la télé est plus importante que le PC. Donc en fait, il faut se méfier ça peut varier d'un pays à l'autre de manière assez importante, mais de toute façon, la télé n'est quand même pas le seul écran consommé sur l'OTT, loin de là. Donc faire une mesure sur l'écran télé, c'est très, très, très restrictif. Guillaume, des chiffres sur la consommation en Belgique? Oui, alors c'est très similaire. Enfin, c'est pas la Scandinavie, c'est un peu mieux que la France. Voilà, c'est la diagonale. Là, on est un petit peu, vous faites le milieu de tout ça. Mais c'est bien sûr, comme dans tous les pays, en très fort développement. Encore une fois, je pense que le rôle des opérateurs pour ce développement de ces usages-là, c'est autour de l'interface. Et nos interfaces ne sont pas encore complètement satisfaisantes, donc on va travailler pour qu'elles deviennent, en effet, comme le disait Valérie, c'est une des clés, quelque chose de très attractif pour le consommateur. Et à ce moment-là, ça va encore exploser encore plus. Je vous propose qu'on en reste là. Donc le soin aux interfaces, et le partage de la donnée, comme les deux guidelines de conclusion. Je vous remercie.